Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tenais à remercier l'Université Laval de me recevoir ici ce soir. Tibi, merci beaucoup pour l'invitation. Queen, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici pour vous euh, partager mon expérience au Vietnam. Alors, au niveau de ma présentation, ce que je vais souhaiter faire, c'est vous parler un petit peu du groupe Engram, vous parler ensuite un petit peu de mon parcours au Vietnam, qu'est-ce qui m'a amené au Vietnam, qu'est-ce qui fait que je reste au Vietnam. Et dans un dernier temps, je ferai peut-être parler des faits saillants qui devraient être sur votre radar de pourquoi est-ce que vous devrez vous aussi considérer le Vietnam. Donc c'est un petit peu ça le plan de la présentation. J'espère qu'on aura suffisamment de temps pour répondre à vos questions nombreuses. Sinon, ça sera avec plaisir au cocktail. Donc je ne veux pas trop vous retarder non plus. Je sais qu'il y en a certains qui veulent y aller. Donc voilà, sans plus tarder, allons-y. Alors oui, je tiens aussi d'abord, c'est un fait, je tiens d'abord à souligner que ma présentation, le support visuel va être en anglais, mais je vais parler en français. C'est un fait que lorsqu'on fait affaire à l'international, que l'anglais reste la langue des affaires. Et au Vietnam comme ailleurs, c'est une langue qui va être utilisée, sur laquelle vous allez vous appuyer. Donc n'hésitez pas évidemment à me poser vos questions en français, j'y répondrai. Donc, commençons. Je suis le président, le fondateur du groupe Engram. Je vais vous parler du groupe Engram en quelques mots. Donc, j'ai fondé le groupe Engram en 2016, en sortant des manufacturiers exportateurs du Québec. Je vous dirai ça dans quelques instants. On est un cabinet de services conseil stratégique. Notre mission, notre raison d'être, en fait, c'est d'accompagner les PME, comme certaines d'entre vous qui sont ici ce soir, dans leur mission de croissance. Et on le fait en fait sur 3 continents, 3 fuseaux horaires différents. Euh, GMT plus 7, GMT plus 3, GMT et GMT moins 4. Donc c'est pas toujours évident depuis Montréal, mais on est basé à Montréal, on est basé à Casablanca, puis on est basé à Hanoï. Donc on est une équipe de 15 collaborateurs. J'ai la chance d'avoir 3 collaborateurs à Hanoï. Euh, Comment est-ce qu'on aide les entreprises, les PME? Je vais commencer par le bas parce que je pense que c'est le sujet principalement qui va faire le lien avec les présentations précédentes. Vous avez entendu parler des accords de libre-échange, le PTP, PTPTP, je le dis mieux en anglais qu'en français, je m'excuse, le CETA ou l'USMCA. Donc la première des choses qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises dans la compréhension, l'utilisation, l'optimisation des accords de libre-échange. D'ailleurs, je suis ici à Québec parce que demain, j'ai un petit regroupement de spécialistes en conformité et on parle de ce type d'enjeux. On essaie de démystifier. L'un des gros défis du monde libéral dans lequel on vit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'accords de libre-échange, mais ils n'ont jamais été aussi compliqués. Donc, beaucoup d'entreprises ne les utilisent pas, non pas parce qu'elles n'y voient pas d'intérêt, mais tout simplement parce qu'elles ne les comprennent pas, elles ne sont pas formées. Juste une petite information peut-être qui va plaire à l'Université de Laval. Euh, Lorsqu'on regarde la formation en conformité douanière, au niveau universitaire, vous avez des formations qui sont reconnues en Europe, vous avez des formations qui sont reconnues aux États-Unis, mais vous regardez la carte du Canada, il n'y a rien. Il n'y a aucune formation en conformité douanière. Donc je pense que la principale chose, petit pitch à l'Université Laval, je pense que la première chose qu'on pourrait faire pour améliorer l'utilisation des accords de libre-échange, c'est la possibilité de former les futurs responsables de la conformité douanière. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on fait, c'est qu'on connecte des talents avec des porteurs de projets comme vous et comme moi. Donc on ramène du talent de l'international, du Maroc, parce qu'ils sont francophones surtout, mais aussi du Vietnam. Euh, Troisième chose, on fait tout ce qui est sécurisation de fonds. Et la dernière, sans doute la chose qui principalement va vous intéresser, c'est qu'on crée des opportunités d'affaires au Maroc, au Vietnam et au Canada. Qu'est-ce qu'on entend par ça? On fait de la recherche de fournisseurs. Donc, lorsque vous voudriez venir au Vietnam, premier réflexe, évidemment, allez voir Queen pour qu'elle puisse vous aider. Puis, si vous voulez un deuxième ou un troisième avis ou qu'on travaille ensemble, vous pouvez évidemment taper à ma porte. On fait aussi du soutien à la prospection. Donc, on va vous aider à développer vos affaires sur ces marchés. Et on fait du portage salarial. Donc ça peut être aussi intéressant. Le portage salarial, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est pour permettre aux entreprises qui souhaitent s'implanter dans un marché sans avoir à ouvrir une structure juridique et mettre l'investissement qu'il y a à ça. On peut trouver un talent pour vous, le mettre sous notre structure et le gérer. Donc c'est un avantage intéressant. Ça vous permet d'accéder tout de suite au marché sans forcément y mettre les investissements.
Donc voici une carte des 3 bureaux, quelques partenaires avec lesquels on a travaillé. Le Vietnam, évidemment, on a eu le plaisir de faire venir en 2019, mon premier contact avec le Vietnam, ça a été le gouverneur de la province de Binh Phuoc et Bekamex, ils sont connus sur le territoire ici, qu'on a accueillis et on a fait la programmation. On a fait aussi des activités avec l'Afrique, évidemment l'Éthiopie, la Turquie, le Maroc, puis d'autres partenaires que vous connaissez sans doute ici. Alors, quelques mots sur moi et puis mon choix au niveau du Vietnam. Donc, comme je vous le disais, je spécialiste en gestion de projet. Mon dernier emploi était directeur affaires internationales chez les manufacturiers exportateurs du Québec, qui est un organisme national, mais j'étais responsable du Québec au niveau des exportations. À titre d'entrepreneur, j'ai toujours eu d'entrepreneur dans l'âme. J'ai parti ma première business au Japon, qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je suis là aussi à vous parler aujourd'hui. L'Asie m'a toujours beaucoup attiré de par sa diversité culturelle, mais aussi par ce sens des affaires. Il y a beaucoup d'opportunités sur ce territoire. Et lorsque j'étais aussi chargé de cours à HEC Montréal, pas que je cherche une charge de cours à l'Université Laval, c'est pas ça, mais j'ai été chargé de cours pendant 5 ans là-bas. Donc ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai quitté les manufacturiers exportateurs du Québec, un marché qui m'avait beaucoup marqué, c'était le marché mexicain. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette comparaison? C'est parce que, vous allez comprendre, le marché mexicain est intégré dans l'accord dans le NAFTA, ou le USMCA aujourd'hui. Puis je me disais que comment est-ce que je peux accompagner les entreprises québécoises, canadiennes sur ce marché. Il fait partie d'un accord de libre-échange, il y a de l'infrastructure, il y a des clusters importants. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est naturellement un marché que les entreprises canadiennes vont choisir. Puis je me suis vite rendu compte que au niveau du marché, c'était un marché qui était quand même assez difficile. Même si on a le même fuseau horaire, c'est un marché qui n'est pas forcément toujours très lisible. Et je considérais que ma valeur ajoutée sur ce marché-là n'était pas aussi forte que celle que je souhaitais. Donc, de façon très rationnelle, c'est mon côté cartésien. J'ai regardé la carte, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai regardé la carte du monde, je me suis dit, bon, ok, quel marché est similaire au Mexique dans leur région spécifique? Je tournais, j'ai regardé, je suis tombé sur le Vietnam et je suis tombé sur le Maroc. Ce n'est pas un hasard, c'est d'ailleurs ces deux marchés qui sont très similaires. Donc pourquoi, et je vais vous donner des faits saillants sur le Vietnam dans quelques instants, ce qui va recouper un petit peu ce qui vous a été présenté ici. Mon premier contact, comme je vous l'ai dit, a été avec le gouverneur, le premier de la province de Binh Phuoc. Mais mon deuxième contact a été dans le cadre d'une mission commerciale. Je suis venu avec des entreprises de Drummondville, atterri à Ho Chi Minh, puis ensuite à Hanoï, pour essayer de les aider à trouver des fournisseurs et des fournisseurs au Vietnam. Alors la première des choses qu'on m'a dit, que je vous partage, c'est les mots pour mots, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Rémi, écoute, deux choses qui m'ont marqué. La première des choses, c'est qu'on m'a dit, Rémi, le Vietnam, c'est la Chine d'il y a 20 ans. Et on parle déjà de 2019, numéro 1. Numéro 2, ce qu'on m'a dit aussi, c'est, Rémi, on est parti voir des usines. Et on m'a dit, les usines que je visite au Vietnam sont mieux organisées que mes usines à Drummondville. Et ça, je ne parle pas d'une petite entreprise, une petite PME, on parle d'un gros joueur dans la région de Drummondville. Donc ceci m'a amené à me dire qu'il y avait quelque chose, lorsqu'on visitait justement je visitais les usines très bien organisées, avec une inspiration de travail japonaise. Il y a beaucoup d'influence japonaise dans les usines vietnamiennes. J'ai été surpris aussi au départ parce que je m'attendais de voir beaucoup de main-d'œuvre. Hein, c'est un peu l'esprit qu'on a lorsqu'on visite ce type de pays. Je trouvais que oui, il y en avait, mais il y avait aussi beaucoup de machines. Ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Donc j'ai vite compris que d'un point de vue d'affaires, il y avait un potentiel, mais avec un time zone, un fuseau horaire avec 12 heures de différence, c'est difficile de faire affaire en continu. Pour ceux et celles qui font l'international, qui ont essayé de développer ce type de marché, ne pas avoir une présence locale, à un certain moment, c'est un frein. Donc, les choses allant dans le sens, j'ai décidé d'ouvrir en 2022 un bureau à Hanoï, et non pas à Ho Chi Minh. À Hanoï pour différentes raisons. Souvent, je vais accélérer, oui, je vais conclure. Souvent, c'est vu comme un centre politique, mais c'est aussi un centre industriel très important.
Juste pour vous le dire, toute l'industrie électronique dont vous entendez parler au Vietnam, elle n'est pas située à Ho Chi Minh, elle est située dans le nord du Vietnam. Donc rien que ça, ça devrait attirer votre attention. Donc je vais le faire très rapidement, je vous promets de conclure rapidement. Donc quelques faits saillants sur pourquoi le Vietnam. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on a fait des présentations assez intéressantes sur les différents accords de libre-échange. Mais lorsqu'on va au Vietnam, lorsque j'amène des entreprises au Vietnam, le premier réflexe qu'elles ont, c'est de me comparer aux fournisseurs chinois, à tort ou à raison. Puis je dois vous dire que lorsqu'on regarde en termes de qualité, en termes de prix, avant le CPTPP, les prix vietnamiens sont un peu plus élevés que les prix chinois. Mais lorsqu'on applique le CPTPP, les prix sont encore beaucoup plus compétitifs qu'en Chine. Donc ça, c'est un avantage majeur pour les entreprises canadiennes qui veulent faire affaire au Vietnam. Et on a ce privilège que les Américains n'ont pas. On a parlé de l'IPF tout à l'heure, le professeur en parlait tout à l'heure. Ils s'en mordent les doigts. Ce n'est pas pour rien que les Américains étaient là avec la grande fanfare, la grosse délégation ce week-end dernier. C'est parce qu'ils ont un retard, ils en sont conscients. Donc nous, on est en avance. Bon sang, essayons d'en profiter un petit peu. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'en 2027, le Vietnam c'est un pays en très forte croissance, 100 millions d'habitants. À chaque fois que j'y retourne, j'y retourne régulièrement, j'y retourne 2 à 3 fois par an. La ville change, je vois des nouveaux buildings, je vois des nouvelles industries. Je suis toujours épaté parce que je vois c'est un pays très dynamique. Dynamique pour l'approvisionnement, mais dynamique si vous voulez y faire affaire aussi là-bas. C'est une population jeune, c'est une population qui travaille du lundi au samedi, qui vont faire des entrevues le dimanche s'il le faut. Le travail au Vietnam, on aime ça, puis on est très professionnel. Et je dois dire que certaines des fonctions de mon entreprise, j'aurais pu les délocaliser au Maroc. Je dirais que la main-d'œuvre en termes de salaire s'équivaut, mais en termes de qualité, certaines choses ne s'équivalent pas du tout. Je suis très fier et très heureux de travailler avec des Vietnamiens, très travailleurs et très professionnels qui se donnent à 200% dans leur travail. Évidemment, je suis un peu biaisé, je fais affaire au Vietnam. Allez-y pour vous faire vous-même une idée. J'ai encore 2 diapositives. Je vous sens stressé. J'accélère. Autre élément, c'est en 2022, en tout cas, on était à 8% de croissance. 8% de croissance, c'est mieux que la Chine. En 2022. Okay. 2023, ce n'est pas tout à fait la même histoire, c'est pour ça que je suis resté sur 2022. Mais en 2022, c'est quand même quelque chose de très fort. Au niveau des opportunités d'entreprise, ce n'est pas... voilà ce que je veux que vous reteniez. Ne pensez pas que le Vietnam est un pays qui se limite à une main-d'œuvre faible marché. Il y a de réelles technologies sur place. Il y a des gros joueurs de calibre mondial sur place. Le premier, vous l'avez dû voir, si vous êtes sur LinkedIn, vous êtes inondé de pubs pour VinFast. En tout cas, moi, je le suis. Pour ceux qui ne connaissent pas VinFast, c'est un manufacturier. Pour moi, c'est mon meilleur ambassadeur pour le Vietnam. C'est un manufacturier vietnamien d'automobile qui fait des voitures électriques et qui a l'ambition de jouer dans la même cour que Tesla. Hein. Donc, ça vous donne l'ambition de ce pays. Ils ouvrent une usine aux États-Unis sous peu. Quinn, je ne sais pas quand c'est prévu. C'est déjà arrivé? Ok, donc j'ai raté ce petit épisode. Merci, je mettrai à jour ma présentation la prochaine fois. Vous avez aussi les grands joueurs qui sont Samsung, c'est sa 2e base de production. LG y est, Schneider Electric y est, ABB y sont, Apple, Foxconn. C'est des joueurs. C'est pas notre ami. J'aime bien Hugo Boss. Hein, je mets du Hugo Boss, mais c'est pas Hugo Boss. C'est de la technologie. Et on a eu une visite de FP Innovation récemment, je pense. FP Innovation, c'est un joueur majeur en intelligence artificielle. C'est l'un des leaders en intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir avec la vision que vous pouvez avoir du Vietnam. Dernière chose, vous êtes levé, ok. Juste ne faire pas quitter la scène. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Juste un chiffre. Il y a beaucoup de statistiques. Je pourrais vous envoyer la présentation si vous voulez, mais un chiffre quand même à garder à l'esprit. En moyenne, le salaire avec tout ce que je vous dis au niveau technologique, le salaire moyen au Vietnam, comparativement en Chine, c'est 1/6. Okay. Donc 1/6 de ce que vous pensez, vous faites bonne affaire en Chine, au Vietnam, c'est 1/6 de ce salaire-là. En termes d'industrie, je mets juste l'accent sur les industries. Électronique, c'est un export powerhouse, le Vietnam.
Tout ce qui est mécanique, c'est Export Powerhouse. Textile, c'est Export Powerhouse. Transformation du bois. Allez dans une quincaillerie, regardez qu'est-ce qui est fait au Vietnam, vous serez surpris. Rentrez chez vous, si vous avez Vidéotron, tournez votre boîte Telix, vous allez voir Made in Vietnam. Donc le Vietnam est déjà chez vous, mesdames et messieurs, vous ne le saviez pas. Donc voilà, moi ça fait le tour. Je commande à mes amis et mes amies vietnamiens et vietnamiennes et je vous souhaite une belle soirée. Merci.